Les Instigateurs, podcast numéro 38. Aujourd'hui, on vous parle de l'expérience client en entreprise de service. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Salut, brother man. Hello, how you doing, buddy? Ça va bien, man. Ça va très bien. Écoute, on est en pleine période de sécheresse ici au Nouveau-Brunswick. J'ai hâte qu'il y ait un peu d'eau, mais j'arrose mes plantes et ça pousse. Je me suis fait un petit jardin cette année, by the way. J'étais quand même curieux de savoir comment se porte le gazon de ton voisin. Le gazon de Louis Moret est toujours extrêmement vert et... Même en canicule? Et ne l'arrose pas. Il ne veut pas révéler ses secrets de gazonnage, malheureusement. Fait qu'on n'a pas les trade secrets. Mais son gazon est anormalement vert. C'est une beauté à voir. Nous autres, on est toutes... le mien est jaune. Il y a quelques pissenlits aussi. Là. Fait que... Je suis rendu au point où je considère vendre parce que mon gazon ne me satisfait pas et ou juste semer par-dessus du trèfle à profil bas pour que ça reste vert plus longtemps. Sérieusement, ma cour, c'est la brousse présentement. Là. Tout est jaune, ça craque quand tu marches dessus, ça me fait capoter. Là. Je viendrai t'aider l'année prochaine en échange de barbecue, comme on l'a fait l'année passée. J'avais conduit 7 heures de route l'année dernière pour aller voir Mathieu et l'aider à enlever ses feuilles. Faire des feuilles avec la promesse qu'il me paierait en bière et barbecue et en whisky. Chose qu'il a faite, qu'il a livrée avec brio. Fait que, I'm in for next year. Si je peux passer la frontière, c'est que je peux passer la frontière, mais quand je reviens, le problème, c'est que je dois m'isoler 14 jours. Donc, problème Monsieur là. le président, premier ministre de Nouveau-Brunswick, si vous nous écoutez, get your shit together, please. C'est bon, c'est un unilingue anglophone, malgré qu'on soit la province officiellement bilingue. Donc, c'est bien que tu l'aies dit en anglais. Mais bref, on ne rentrera pas là-dedans. C'est un sujet sensible dans la communauté. Fait qu'aujourd'hui, on y va avec une autre demande spéciale. Je vais le dire comme ça, mais c'est quelque chose de fond qu'on avait déjà, du moins que j'avais déjà de liné comme sujet, parce que moi, ça m'intéresse énormément. Mais Marie-Ève, dans le fond, qui, cette semaine, la semaine passée, sur Facebook, c'est comme « Ouais, Matt, je serais curieux de vous entendre parler sur l'expérience client pour les business de service. » On se rend compte que dans les gens qui nous écoutent, il y a des gens de tous horizons, mais en même temps, si on est réaliste, je pense que la majorité vont être des personnes dans l'entreprise de service et ou des consultants. Fait que je pense que ça peut être très pertinent, surtout dans un timing où il y a beaucoup de chaos, donc beaucoup d'opportunités. Donc, c'est un bon moment pour revoir son expérience client, parce que il y a je suis sûr qu'il y a plein de personnes à qui vous parlez présentement, que c'est des personnes que vous aviez tenté d'approcher il y a 2-3 ans, puis vous étiez pas d'intérêt, pas la priorité, puis là maintenant, ils sont venus vous voir, vu le contexte. Fait que ne manquez pas votre opportunité, justement. Là. Mais ce qu'on va dire aujourd'hui aussi, puis c'est important de le souligner, c'est que si vous avez une entreprise qui vend des produits, vous n'êtes pas nécessairement une entreprise de service qui deal avec des personnes face à face. L'expérience client est tout autant importante et surtout c'est comme dans l'ère actuelle où les gens veulent une connexion avec les entreprises. Je vois qu'il y a trop d'entreprises, j'ai l'impression, comme tu regardes surtout les grosses corporations, c'est difficile pour eux autres d'établir ce côté humain, peut-être cette communication-là avec les clients. Et ça se transmet pas nécessairement de la bonne façon. Et c'est là que je trouve qu'il y a un edge pour la PME. C'est qu'on peut faire des choses comme ça. On peut amener ce petit côté de personnalisation que j'aime beaucoup. Moi, il y a un modèle que j'ai, et c'était un précurseur au niveau de l'expérience client. C'était Tony Hsieh à Zappos. Zappos a été vendu après à Amazon, mais Tony Hsieh a écrit un
un excellent livre qui s'appelle Delivering Happiness, qui parle justement de l'approche de business, l'approche de l'expérience client chez Zappos dans le temps. Et je me souviens que chaque année, ils faisaient ce qu'ils appellent un culture book. Donc, dans le fond, ils mettaient toutes les best practices, toutes les meilleures choses, tous leurs bons coups, la façon dont ils communiquaient avec leurs clients, etc. Et ils mettaient ça dans un espèce de gros livre recueil et tu pouvais emailer directement le service clientèle à Zappos, puis tu demandais, peux-tu avoir une copie du Culture Book? Et t'envoyais une copie du Culture Book. J'ai une coupe de Culture Book, copie du Culture Book Très cool. de Tony Hsieh à la maison, mais je trouvais ça tellement, et c'était assez innovateur, dans le fond. On parle à peu près, peut-être, 10 ans passés, là. Et c'était à l'époque où il y avait un gros avènement du e-commerce, et puis on se portait vraiment attention à l'expérience client. Donc, encore une fois, si vous avez une entreprise qui vend des produits, du e-com, etc., c'est important ce qu'on va dire. Oui, c'est important. C'est sûr que faut... Soyez conscient que l'approche de l'expérience client pour une entreprise de service versus de produit est quand même très différente. L'avantage d'une entreprise de service, c'est que vous êtes continuellement en communication avec votre client. Donc, s'il y a une insatisfaction, s'il y a quoi que ce soit, vous êtes plus réactif, vous êtes plus alerte de justement une situation qui peut déraper, je vais le dire comme ça. Donc, vous avez plus d'opportunités de pouvoir intervenir. Lorsque dans une entreprise de produit, le défi est que justement, il y a toujours une distance, il y a toujours un intermédiaire entre toi et ton client. Donc, tu te dois d'avoir des process pour contrôler la narrative, puis rendre ça facile à, tu sais, mettons, recommandation que j'ai faite à une amie qui a une très grosse entreprise de produits en croissance, juste au niveau de justement la gestion des plaintes et satisfactions. Tu sais, je ne comprends pas qu'une entreprise de produits présentement, lorsque vous livrez des choses, vous n'avez pas un petit flyer à chaque envoi qui dit « Hey, t'es satisfait de ça? Voici comment tu peux nous le dire. » Puis là, tu le rediriges vers les différents endroits où est-ce que tu veux des témoignages. T'es pas satisfait, il y a quoi que ce soit? Voici toutes les façons de nous communiquer pour qu'on puisse te prendre en charge. Fait que de là, ben, tu viens de diriger la personne dans les bons canaux, de la bonne façon, à la fois pour aller chercher de la validation sociale et ensuite aussi t'assurer que justement, tu n'auras pas de plaintes de clients qui sont salty juste parce qu'ils comprennent pas. À la limite, il n'y a même pas de problème avec le produit, c'est juste qu'ils sont cabochons et qu'ils comprennent pas comment l'utiliser. Mais au lieu d'aller le mettre sur Facebook, sur Google Reviews, ben, tu viens d'y donner un canal que tu contrôles, là, c'est sûr qu'il faut que tu tiennes ta promesse, mais que tu peux le prendre en charge rapidement. Donc, c'est ça, dans ma tête, ça doit être systématique pour une entreprise de produits parce que, justement, tu n'as pas la proximité et, je veux dire, la flexibilité de te revirer rapidement et de savoir qu'il y a une insatisfaction avant qu'elle en parle publiquement. Mais c'est les genres de détails comme ça qui fait que l'entreprise de produits et de services, au niveau de l'expérience client, il y a des distinctions. Par contre, les grandes lignes vont se ressembler énormément. Au début de ma carrière, dans le direct response marketing, j'ai été mentoré par un gars qui s'appelle Dean Jackson. Puis Dean Jackson, il a un podcast qui s'appelle, fait quasiment aussi 10 ans, c'était un des early adopters du podcast, qui s'appelle I Love Marketing. Et lui, Dean, dans son approche du marketing, l'expérience client était ultra importante. Et lui, il divisait toujours l'expérience client en 3 parties. L'avant, le pendant et le après. Mm-hmm. Il dit, OK, ben le avant, tu sais, comme c'est l'expérience, mais comment est-ce que tu vas marketer à ton client tout en lui donnant la meilleure expérience possible? Et lui, tout était par rapport à l'expérience. Ensuite, une fois que le processus décisionnel est en train de se passer, comment est-ce que tu rends cette expérience-là encore mieux? Et ensuite, puis ça rejoint un petit peu ce que tu as dit avec tu sais, comme l'utilisation du produit, des choses comme ça. Le après la vente, parce qu'il y en a beaucoup qui négligent ce côté-là, c'est que après que la vente soit faite, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'expérience se passe? Le déballage du produit. Là, ça, c'est une étape aussi importante, par exemple. Quand tu shippes un produit, quand tu le déballes, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Ensuite, la suite des événements quand ça vient à utiliser ce produit-là. Parce que combien de personnes qui vont justement pas bien utiliser un produit ou pas l'utiliser pendant tout? Beaucoup de gens. Donc, d'amener ce côté-là de valeur ajoutée aussi à l'après fonctionne très bien. Donc, il y a différents process, c'est très contextuel, mais par exemple, une chose que nous, on essaye de faire au maximum avec une campagne, avec nos compagnies, par exemple avec le journal de vie à Karine, c'est qu'on essaye de communiquer le maximum avec nos clients. Fait que autant qu'on peut, on va envoyer un petit vidéo à des clients qui ont fait des commandes répétées, par exemple. Mm-hmm. On leur dit, OK, on leur voit un petit message vidéo. Merci encore, merci Sophie pour ton achat. C'est très apprécié. Puis s'il y a de quoi qu'on peut faire pour toi, tu me laisses voir. Juste ce petit vidéo-là, touche personnelle, it goes a long way. Ils en parlent. Il n'y a personne qui le fait.
et pas assez de personnes qui le font. Et nous, ce qu'on appelle, c'est we scale the unscalable. C'est comme on met à l'échelle ce qui peut pas être mis à l'échelle. C'est qu'en faisant ça de façon répétée, si tu veux, chaque semaine, chaque mois, etc., c'est des petites choses, mais ça compound, ça s'ajoute au fil du temps. Et on a des beaux ambassadeurs, des personnes qui partagent le journal de vie, qui l'utilisent, et aussi qui, parce qu'ils l'utilisent, refont des commandes, si tu veux, une fois ils l'ont terminé. Donc, c'est important dans ce processus-là. C'est pas nécessairement facile quand on est une petite entreprise qui vend des produits, mais c'est d'avoir justement un process chaque semaine peut-être où on peut le faire, ou si vous avez du service à la clientèle, d'avoir une personne de service à la clientèle qui peut faire ces petites choses-là. Ça fonctionne très bien. Pourquoi tu dis que c'est pas facile pour une petite entreprise? Moi, je trouve c'est de trouver le temps. T'as le contrôle parce que, ultimement, c'est toi qui décides sur quelle base tu pars. Si tu pars sur de mauvaises bases avec ta business puis t'es juste en acquisition, t'auras pas le temps. Si tu pars sur une base intelligente, ça va faire partie de ta routine hebdomadaire en partant. Puis oui, c'est sûr que tu sacrifies la croissance à court terme, mais comme tu dis, du fait que c'est compound, dans le fond, que c'est intérêt composé, sur le long terme, c'est excessivement payant, là. Tu sais, parce que tu as une notion dans dans l'expérience client de acquisition versus rétention, ta facture moyenne du client. Non, mais c'est ça. Moi, je le conseille fortement. Mon point, c'est que souvent, une petite entreprise, en même temps que tu as une personne qui est une opération d'une seule personne, elle doit porter plusieurs chapeaux dans la business. C'est pas nécessairement, comme moi, je peux dire ça. Il faut trouver, c'est exactement comme tu as dit, il faut trouver le temps où il faut le mettre dans votre cédule pour que ça se passe. Mais encore une fois, c'est pas nécessairement des choses qu'on va faire instinctivement dans une petite business. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai accroché sur le terme, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile ou que c'est facile, c'est une décision. Oh oui. Il n'y a pas de niveau de difficulté. C'est juste les gens n'y pensent pas, ne le font pas. Mais tu sais, là, si vous écoutez le podcast présentement, à compter de demain, vous n'avez absolument aucune excuse. On vous a mis. Non, le niveau de difficulté n'est pas là. C'est actually extrêmement facile, mais c'est juste de vous le mettre de l'insérer. D'en faire un processus, dans le fond, un process que vous pouvez appliquer chaque semaine. Parce que, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'encourage à faire l'exercice présentement. Tu sais, votre croissance d'entreprise, elle se fait de quelle façon? Elle se fait avec de l'acquisition ou elle se fait avec du repeat business? Et t'as trois volets, en fait. T'as ton repeat business, l'acquisition, puis l'augmentation au niveau de tes ventes internes. Tu sais, pour une business de service, personnellement, je vais toujours donner priorité aux ventes internes. Le défi d'acquisition, le délai, le coût est tellement grand maintenant que c'est plus intelligent et plus efficace lorsque tu as quelqu'un qui est rentré dans ta maison, de le garder longtemps et d'augmenter la facture moyenne que de toujours être en mode acquisition. Puis présentement, tu sais, je veux dire, dernièrement, j'ai eu beaucoup, surtout avec, mettons, au Québec, le PACME, j'ai eu beaucoup de discussions avec des personnes qui sont experts dans leur milieu, mais qui n'ont pas cette conscience-là. Ils sont juste, là, j'ai plein de nouveaux mandats avec plein de nouveaux clients. Je suis comme, OK, parfait. Fait que là, tu fais du stop and go. C'est que tu vas partir de zéro, t'investis du temps avec un client. Tu sais, on en veut des nouveaux clients, oui, absolument. Mais c'est toujours un défi parce que si tu fais juste toujours aller chercher du nouveau client, t'es dans une boucle, tu sais, c'est très énergivore, je vais le dire comme ça. Donc, t'es dans une boucle où ce que tu dois continuellement accepter un risque parce qu'en acquisition, t'as jamais de garantie que la personne va signer. Alors que si la personne est avec toi, t'as un certain contrôle. Si tu as un souci d'expérience client, donc d'aller faire des suivis réguliers, aller faire aussi des suivis surprises. Donc, un suivi surprise, c'est par exemple avant la fin d'un mandat ou après un mandat même, tu vas toujours aller valider la satisfaction d'une personne, mais 2 mois, 3 mois après, laissez le temps de votre service de maturer. Parce que lorsque tu fais un mandat en service avec une personne, avec une entreprise, ben leur perception de valeur est vraiment basée sur ce que vous avez donné actuellement. OK, oui, c'était le fun de travailler avec toi, point. La personne n'a pas eu le temps de le mettre en pratique, donc n'a pas eu le temps de voir vraiment des résultats concrets. Donc, la perception de valeur est un peu biaisée. Quand une personne va vous donner un témoignage tout de suite après un mandat, va vous donner un témoignage sur votre prestation de service et non pas les résultats. Donc, d'avoir un suivi surprise hors de nulle part avec un délai qui est fuck all, comme 43 jours après, peu importe. C'est juste, hey, tu sais, comme ça fait 2-3 mois qu'on s'est laissé, je suis genre à prendre des nouvelles. Depuis qu'on s'est laissé, est-ce que tu as vu des différences? Comment ça va pour vrai? Puis vous allez vous rendre compte que très souvent, les personnes qui vont vous donner, mettons, un 7, 8 sur 10,
à la sortie, la note après, si vous avez fait un vrai bon travail, la note va être plus grosse parce que votre service a eu le temps de maturer. La personne a eu le temps de percevoir la vraie valeur que vous leur avez donnée, pas juste « Ah, c'était le fun. » Non, non, c'est comme c'était concret, ça a amené une vraie valeur à ma business. Donc, tu sais, ces éléments-là vont faire que c'est plus facile d'aller générer des ventes internes avec ces clients-là, donc plus dans une optique de rétention. Donc, lorsqu'on travaille, tu sais, vous le savez, en entreprise de service, on va, en tout cas, personnellement, moi, je vais toujours plus avoir de fun avec des clients avec qui je travaille à long terme. Parce Ah que oui. justement, il y a une relation qui s'établit, c'est pas des amis, mais en même temps, c'est plus qu'un client. Il y a comme une espèce de zone mitoyenne que j'apprécie énormément. Mais tu sais, à partir de là, justement, c'est là que non seulement pour le client, c'est plus facile d'aller chercher de l'argent puis de grossir sa facture, mais aussi ta satisfaction à titre de fournisseur de services. Tu te rends compte à plus long terme de tout l'impact que tu as sur cette business-là. Donc, moi, je trouve que c'est plus motivant aussi, là. Mais tout ça découle de l'expérience client. Oui, puis tu sais, on parle du pendant, hein, mais tu sais, quand j'ai dit le avant, le pendant et le après, mais dans le pendant, et puis on en a parlé par exemple avec des étudiants en mentorat qu'on a eu récemment, Mathieu, de ce côté de la façon dont on va guider le pendant avec l'expérience client, parce que souvent ça va être avec des clients qu'on va avoir, on va peut-être essayer, on va mixer la quantité avec la qualité d'expérience client. Fait qu'on va penser que le plus qu'on en donne, le meilleur la perception de qualité va être pour le client, alors que c'est pas vrai du tout. Si vous avez, là, je vous encourage réellement à regarder votre pendant dans votre processus et de voir comment est-ce que vous pouvez amener de façon la plus concrète et la plus cohérente votre client dans un chemin très précis. Parce que c'est à peut-être à ce moment-là où les attentes sont faites, OK? Et souvent, quand il n'y a pas d'attente qui sont faites par rapport à un service où voici mon offre de service, allez, 1, 2, 3, 4, 5, et voici les étapes, le client sait exactement sur les choses sur lesquelles il va s'attendre. Et c'est là qu'à ce moment-là, on peut ajouter des petits bouts de valeur ajoutée qui vont faire une énorme différence dans le processus. Donc, si vous partez dans une optique de comme, oh, moi, je donne tout, je suis très disponible, je suis généreux, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une meilleure satisfaction du client parce que vous en donnez plus. Non, puis gardez en tête que, tu sais, jamais un client va utiliser 100% des ressources que vous lui donnez aussi, là. Donc, des fois, malheureusement, c'est de la masturbation mentale plus qu'autre chose. C'est-à-dire, je donne tellement de contenu, je suis tellement bon, je suis comme, ouais, mais Chris, ton client, là, il en utilise 20%, là. C'est pas parce que tu lui donnes tout que lui, c'est tout pertinent pour lui. Ou du moins qu'il l'a tout utilisé, consommé dans un court délai. Donc, tu sais, le client, lui, la valeur que toi, tu as l'impression de donner versus la valeur perçue est complètement Mhm. différente, là. Puis on s'en C'est fout, que complètement parlant, on s'en fout de ce que vous pensez. Tout est une question de la perception que le client, lui, voit. ben, tu sais, la citation, là, les gens ne vont pas se souvenir de ce que tu as dit, mais ils vont se souvenir comment tu les as fait, Oui, que sentir. ils s'en sont fait sentir. Mais c'est la même chose. Tu sais. C'est pas nécessairement tout ce que vous allez leur donner, c'est comment ils vont se sentir avec vous. Le fait de recevoir par la poste un petit quelque chose pour leur anniversaire de naissance, wow, ça veut dire beaucoup, tu sais, dans l'expérience client. Tu sais. Donc, c'est aller chercher ça, de builder ce rapport-là, si tu veux, avec les clients qui est intéressant et qui est custom. Oui, ça va prendre plus d'efforts, c'est certain, pour aller faire ces choses un petit peu plus custom, mais souvent, quand on parle de repeat business, c'est ces gestes-là qui vont faire qu'on va référer vos services, pas la quantité. Il n'y a personne qui dit « Ah oui, va voir Mathieu parce qu'il te donne une shitload d'affaires. » Non, les gens vont dire « Va voir Mathieu parce que je lui fais confiance. » Donc, aussitôt, à partir du moment-là où il y a quelqu'un qui qui brise, si tu, ou pas qui brise, mais qui enlève la barrière, si tu veux, de la confiance envers un nouveau client, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile pour vous autres d'aller chercher les bons clients et de les rentrer dans votre pipe. Absolument. Mais tu sais, mettons, un défi que j'aimerais que vous vous donniez pour l'année prochaine, c'est là, on arrive proche septembre, planification budgétaire, puis tout ça. Pour l'année prochaine, tu sais, très souvent, c'est que ce que je me rends compte, c'est que les gens que j'aimerais croître de 10%, 15%, 20%. Tout ça, c'est bien le fun, là. Mais donnez-vous une cible, OK? De ça, mettons, c'est moi, je l'ai dit à plusieurs fois, puis c'est ça mon plan match. Je veux grossir de minimum 30% année sur année. Mais mon 30%, moi, dans ma tête, j'ai mes cibles. Combien est-ce que de nouveaux clients je vais aller chercher là-dessus? Puis mon 30%, combien est-ce que je vais en chercher là-dessus que c'est juste
augmenter à partir de mes clients de vente interne. Le fait de se donner un objectif comme ça va vous amener à vous imposer du temps pour revoir votre expérience client. Parce que si tu penses juste en acquisition, ben c'est facile de dire, bon, mais je vais prendre tout mon budget puis je vais tout l'envoyer sur de l'acquisition, sur de la publicité et tout ça. De l'attribuer split en acquisition et en interne va faire que vous allez être obligé de revoir, oui, votre méthode d'acquisition, mais aussi votre méthode et vos outils pour l'activation du client, la rétention, comment est-ce que vous allez générer des revenus. Donc, juste cet élément-là va vous amener par défaut à revoir votre offre de service. C'est vrai parce que le marketing, l'argent marketing est souvent c'est trop un gros budget, dédié. je trouve, dans une business. Mais c'est trop un gros budget dans le avant. Exact, mais c'est ça. Et non pas dans le pendant et le après. Fait que, de regarder, le split doit être fait dépendamment de votre business, bien entendu, mais tous ces composantes-là doivent être pris en compte dans le marketing et ça vaut, surtout si vous êtes in pour le long terme. On parle pas de personnes qui sont in pour faire une quick buck et puis faire de l'argent puis s'en aller, là. C'est certain que ce qu'on vous dit là, c'est totalement irrelevant pour vous autres. Et je pense pas que vous êtes non plus le type de personne qui écoute ce podcast-là. Mais pour des personnes qui sont in pour le long terme, qui veulent perdurer, c'est très important de considérer ça. Et comme tu as dit, mettez-les dans votre plan annuel, mettez-les dans vos objectifs réels et puis prenez action dessus. Parce que, tu sais, puis c'est comme c'est une place où je comprends puis j'adhère à la notion de avant, pendant, après, mais personnellement, c'est pas comme ça que je vais rouler mes business parce que moi, j'ai toujours été dans les business de service, puis la notion de après, j'essaye qu'elle n'existe pas. Dans l'optique où un client, si je suis capable, tu sais, le après, c'est après un service en soi, mais il reste dans ta business pareil. Donc, c'est un processus continu. De mon côté, comme j'essaie beaucoup plus de le voir, comment est-ce que justement la notion de après l'activation, donc l'activation étant le pendant, quand est-ce que mon client consomme mon service. Oui. Mais au lieu d'avoir juste avoir un après, mon après, ça va être la rétention, le referral, puis comment est-ce que je génère des revenus de plus avec. C'est plus de même que je le vois aussi. Okay. C'est pas nécessairement. Le pendant est, je te dirais, le processus de conversion de lead, on va dire, en client. OK? Donc, tu as le avant qui est le processus d'attraction. Ensuite, tu as le processus de conversion, on va dire, qui serait le pendant, et le processus de livraison, peut-être, qui est le après. Et dans le processus de livraison, ben, tu as le côté t'as la continuité qui vient avec ça, bien évidemment. Parce que c'est soit le côté, comme on dit, avoir ce qu'on appelle lifetime customer value, c'est dans le fond d'avoir une plus grosse valeur sur ce client-là sur le long terme. Ou si c'est un client, comme tu as dit, qui est, ben c'est la même optique dans le fond, c'est que si tu produis un service sur le long terme, par exemple comme toi avec Didact, bien là, évidemment, tu veux garder ce client-là pendant le plus longtemps possible. Fait que c'est certain que l'adoption, par exemple, pour Didact, le côté adoption de la plateforme et de rapidité d'exécution par rapport au fait que la personne va créer ses formations sur la plateforme est un point critique pour le après, on va dire, cette phase-là de livraison. Oui, absolument. Là. Puis tu sais, c'est justement en mettant plus de focus sur le pendant et après que le avant, parce que tu sais, au début, on est en grosse séduction, puis c'est facile de contrôler le message et la perception quand la personne, tu sais, comme, je peux te convaincre que je fais les meilleures côtes levées, puis ça va être facile. Une couple de belles photos, puis mais tant que tu n'as pas goûté, plus dur. La journée que tu l'as dans la bouche, puis que là, faut que je continue de te convaincre que c'est moi le meilleur, c'est un autre game en esti, là. Puis à partir de là, justement, je trouve que c'est là que ça devient le fun de voir, bon, mais comment est-ce que je peux travailler de fait que tous les efforts que je dois mettre sur ma rétention avec justement, ben, je reviens encore à la vente interne essentiellement, là, c'est que si tu affines ton client à chaque année, ben, tu es supposé rentrer des nouveaux services à chaque année. Ça fait que normalement, ton expérience client, tu devrais toujours la rebooster, puis c'est ça qui va générer tes nouveaux services. Donc, peut-être que je vais être capable de te vendre le concept et l'idée que oui, je fais les meilleures côtes levées, mais finalement, plus que tu viens pour en reprendre, ben, plus qu'on se rend compte que, bon, mais tu vas vouloir plus des côtes levées de bœuf. Après, puis raffiner. Parce qu'une affaire que je vois beaucoup, c'est que plusieurs consultants, du moins, vont faire l'exercice une fois, puis vont rester dedans. Ils vont avoir une très bonne expérience client, mais se rendre compte qu'ils ont de moins en moins de fun à faire le mandat. Parce qu'ils n'ont pas permis à leur expérience client, à leur business de croître. Comme là, j'ai mon process, il est bien huilé, ça fonctionne bien. Mais là, je commence à juste, je le fais trop, je vais le dire comme ça. Fait que j'ai plus nécessairement de fun. Puis on se sabote nous-mêmes parce que en faisant
trop souvent la même chose, ben, tu deviens blasé puis tu deviens nonchalant dans ton expérience client. Mhm. Ça peut ça peut backfire, je sais pas c'est quoi le terme en français, là. Donc, tu sais, de se réinventer dans son expérience client et dans, justement, l'ajout de nouveaux services, va faire que, bon, mais, comme tu l'as mentionné, dans le fond, tu te mets dans une position où tu vas être capable d'augmenter ton lifetime value pour ton client aussi, là. C'est comique que tu utilises les côtes levées comme exemple parce que c'est exactement mon expérience client que j'ai eue avec toi, avec tes ribs, où j'ai eu la vente, des ribs sur le long terme. Ça a été long avant que je mange de tes Quand même. ribs, là. Ben oui, parce qu'on se connaît depuis quand même un bon bout de temps, puis depuis le temps que tu me parles de tes barbecues, puis des Mais affaires, t'es puis jamais dans le coin. mais non, mais je le sais, mais tu comprends-tu que ça a créé Oui. un Ouais, besoin. exact. Et ensuite, il y a eu le pendant où, effectivement, j'ai consommé ces ribs-là. Et maintenant, je suis vendu et je veux retourner blower des feuilles chez vous tous les ans maintenant pour avoir Exact. des Mais ribs, si tu tu sais. reviens tout le temps, puis je suis comme, OK, à chaque fois que tu viens, faut que je fasse. Tu sais, ça devient lourd, ça peut devenir lourd, puis c'est, à la limite, je ne pensais pas l'étirer à ce point-là, l'exemple, mais ça peut devenir un bon exemple. Si c'est de sorte que à chaque fois que tu viens, je commence à me mettre la pression de devoir faire des. Ouais. Tu sais, j'aurai plus de fun. Puis de là, je vais devenir nonchalant, puis ils vont baisser en qualité. Ouais, mais c'est ça. Puis là, ben, à moins que tu me veuilles plus dans ta cour à blower des feuilles, ça pourrait être une bonne. Tu sais, puis souvent, c'est souvent ça. C'est vrai, mais dans un prestataire de service, il va commencer. Puis c'est souvent un processus inconscient. C'est que Absolument. il va devenir nonchalant parce qu'il y a plus de fun à donner ce service-là. Le client devient plus nécessairement intéressant. Mhm. Et là, la façon de je dirais, s'en débarrasser, c'est justement de baisser sa qualité de service ou son taux de réponse, des choses comme ça, parce qu'on a peut-être ouvert la porte un petit peu trop grande au fait que voici comment que ça se passe. Tu sais. Tu sais, Et on l'a. ça prend du courage rentrer un nouveau service Ouais. parce que ça fait peur, mais en même temps, vaut mieux rentrer un nouveau service et se planter que de rester, je vais dire, conservateur, rouler sur son même service et scraper sa réputation sur le long terme parce qu'on devient de plus en plus blasé. Mhm. Mais là, me dis pas que. Fait que là, il va falloir que je check à la qualité de tes ribs chaque année parce que faut que je le prenne comme un message que si tes ribs sont comme pas bonnes, faut que je décresse, là. C'est bon. Va-t'en, Dave. Ne reviens plus. Non, ça devrait Ne pas se passe, rendre à ce niveau-là quand même. je te niaise, mais ne passe plus la frontière. Fait que l'expérience client, même temps, Dave, de ton côté, quels sont tes 3 à 5 éléments clés qui, selon toi, définissent ton expérience client avec Effic? Avec Epic, c'est une bonne question. Ça fait que dans le fond, on va dire qu'il y a tout le côté, on va dire que on va skipper le côté avant parce que bon, on va dire que c'est du marketing, acquisition, etc. Le pendant, comment je pourrais dire ça? C'est comme vu qu'on c'est beaucoup basé sur du e-commerce, on n'est pas très hands-on je te dirais dans le pendant. Moi, j'aime beaucoup le après. Fait que tout ce qui est après, dans le fond, c'est que généralement un client qui rentre avec Effic, chaque semaine, admettons, Cédric me donne une liste des clients qui ont acheté des plus gros packages. Et puis pas que je veux faire de la préférence, si tu veux, sur les clients, mais je veux quand même, faut que je sélectionne. Je peux pas faire, j'ai un nombre de clients limité avec lesquels je peux vraiment connecter. Donc, on a un process, puis je vous le dis maintenant, mais c'est le process qu'on a vraiment pour nous autres, pour la suite des choses. C'est qu'on va regarder les clients qui ont fait un achat important, mais aussi là, par exemple, on est en train vraiment de targeter des coachs d'affaires avec Effic. Donc, on va regarder les différents paramètres où Cédric et l'équipe vont regarder aux clients qui ont acheté et regarder quel type de personne, est-ce que cette personne-là a une business de consulting, est-ce que c'est un coach, etc. À partir de ce moment-là, moi, je rentre dans une optique de communication. Fait que je vais envoyer un petit vidéo à la personne disant « Hey, Craig, thanks for ordering with us. We appreciate it. If there's anything we can do. By the way, here are some additional resources. » So, on va lui donner des petits outils, des petites choses comme ça dont il a besoin. Et on va engager dans une conversation. Mon but, c'est pas de l'upseller directement, c'est de bâtir la relation et le fait qu'il va adopter la méthodologie. Ensuite, on a une nurturing sequence avec beaucoup de valeur. Après, si tu veux, au niveau par exemple, des emails qui sont envoyés automatiquement sur un autorépondeur. Et après un certain temps, il y a deux choses dans le fond que cette personne peut faire. De un,
Elle aime tellement la méthodologie, on peut lui offrir de devenir un affilié pour nous autres, parce qu'on travaille beaucoup avec du trafic d'affiliés. Mais on sait que la personne qui a une business de coaching, de consulting, etc., c'est une business, donc elle va vouloir, peut lui amener un à côté de revenus. Ce qu'on offre aussi par la suite, c'est maintenant la certification. Donc, on a ouvert une certification pour la méthodologie. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de ramener la personne dans une cohorte de certification en lui montrant comment est-ce que elle peut bénéficier, ça peut bénéficier à ses clients et aussi comment elle peut bénéficier financièrement de devenir un FX Certified Partner avec nous autres. Fait que là, on rentre dans une continuité de communication qui est personnalisée dès le départ. Donc, on bâtit notre relation, plus automatisée par la suite, et ensuite, on revient vers plus de customisation. Fait que quand on ouvre une cohorte, par exemple, de certification, on va prendre une application. Fait que le fait ensuite, c'est de parler à cette personne-là, s'assurer que le fit est bon et d'établir la connexion personnelle avec cette personne-là. Et là, on a des personnes qui sont impliquées dans le processus, qui aiment ce qu'on fait et aussi qui nous sont, comment je peux dire ça, loyaux parce qu'ils nous aiment nous pour tout pour cette communication-là, cette personnalisation. Donc, c'est ça qu'on fait. Et ensuite, une fois que la personne est rentrée dans ce processus-là, ce qu'on veut faire, c'est que et devient certifiée, c'est qu'elle utilise cette certification-là. Donc là, on donne des ressources supplémentaires et puis on établit comme des relations quand même plus personnelles. Tu sais, comme je te dis, les petits cadeaux de fête, des choses comme ça. On essaye de le faire au maximum. OK. Puis, admettons, la notion, ça, c'est juste curiosité personnelle, parce que je me dis que c'est peut-être moi qui est biaisé. Est-ce que tu vois un risque ou un bris de promesse, parce que depuis le début, dans tout ton process, tu es très personnalisé, de l'amener avec un nurturing sequence qui est automatisé. Est-ce que tu vois que ça vient quand même avec un certain risque de briser cette expérience-là, ou est-ce que c'est très upfront dans la gestion de la personne, comme hey gars, t'es à l'aise, Non, on est très upfront avec le fait que... Puis le monde n'est pas cave non plus, tu sais, ils savent que il y a des messages qui sont automatisés. Moi, l'affaire que je fais, c'est quand je connecte, j'utilise un petit... Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais que j'utilise Vidyard, qui est une petite application dans le fond, ça m'enregistre, je parle sur la caméra, personne ne voit ma face, et puis je l'enregistre, ce petit vidéo message-là. Ça me donne un lien ensuite que je peux mettre dans le email, et la personne va voir la vidéo, puis là, il clique sur la vidéo, puis c'est un message personnalisé de moi qui lui parle. Donc, c'est ça qui est le point de départ, et c'est ça qui fait une grosse différence. C'est comme, oh wow, OK, cool, il a pris, parce que la personne, c'est comme, il a pris de son temps pour me remercier. Et ça commence déjà très bien la relation. Puis à partir de là, surtout quand on remercie la personne et puis qu'on lui dit, regarde, je vais t'envoyer différentes choses pour t'aider avec ça. On fait très clair dans le premier email que, tu sais, je t'envoie une série d'emails qui sont pas nécessairement personnalisés, tu sais, c'est automatique, mais ils le savent, tu sais. Donc, il y a pas d'ambiguïté, puis c'est pas weird non plus. Ils s'attendent pas nécessairement à ce que je veux pas non plus comment je peux dire ça? Je veux leur faire comprendre que la communauté qu'on a de personnes certifiées, c'est eux qui reçoivent l'attention vraiment one-on-one. Donc, un certified coach peut nous contacter, on a des groupes, etc., où ils peuvent nous contacter directement. Okay? Mais le client qui n'est pas encore à ce niveau-là, on peut pas ouvrir la porte, si tu veux, comment je peux dire ça? À des communications left and right, puis Dave, tu peux prendre 2 heures de ton temps pour m'expliquer comment fonctionne le planificateur, tu comprends-tu? Mais c'est très rare, ça arrive vraiment jamais que on a des clients qui soient out of line, je te dirais, par rapport à ça, parce que c'est assez clair dans la façon dont les choses se passent, et puis ouais, ça flow bien. Okay. Puis tu sais, une chose que tu fais très bien aussi, c'est aller le petit extra step, je vais le dire comme ça, là, tu sais. Je sais que tu ne le mets pas de l'avant, mais je sais que pour certaines personnes, tu as tellement confiance en ton produit que tu nous as envoyé quelques planners gratuits, tu sais, que justement, on en a parlé un petit peu dans l'épisode de pas vendre ses services à rabais, mais tu sais, des notions de gratuité ou de pro bono stratégique, c'est intéressant, là, tu sais. Donc, de là, quelqu'un qui est déjà un client, tu sais, le under promise, over deliver, c'est un classique, mais justement, comme non, on fera pas une consultation. Ça m'arrive aussi de mon côté. Il y a des clients que
je vais donner du pro bono 1 an parce que je sais que ça peut amener à quelque chose de plus grand après, tant mieux. Mais de faire ce petit step-là dans l'expérience client, là, comme le client est conscient, tu sais, c'est toute une question de gestion des attentes. Le client est conscient que l'entente qu'il y a avec toi, la relation d'affaires, c'est du point A au point B. Ça, tu as très bien livré, très satisfait. Très souvent, mais ça va arriver qu'il y a des gens qui vont s'essayer pour une petite question de plus, quelque chose qui sort du cadre, je vais le dire comme ça, puis de le permettre, tu sais, de pas être trop, parce que t'en as qui sont hyper shark, t'es comme, mais gars, il n'y a pas de problème, ça va être ben là, on revient à l'épisode sur les sangsues et puis les vipères. Exactement, Là, c'est ça. Ça, oui, mais en même temps, tu sais, avec le temps, normalement, si vous êtes dans une business de service, vous êtes capable de... Moi, je pars dans l'optique de si on a cette discussion-là, c'est parce que vous êtes un entrepreneur sérieux, puis c'est capable de les spotter, puis que présentement, on parle de vos clients normaux payants. Là. Si vous avez des clients qui sont des sangsues, ben, c'est votre problème. Vous les tolérez, vous les subissez, vous les avez pas mis dehors. Ou vous n'avez pas tiré sa laisse assez pour les ramener dans votre pattern, dans votre process. Mais t'en as que justement, c'est juste une question qui sort un peu du cadre, puis de dire, gars, je vais le faire 15-20 minutes pro bono, sortir du cadre, parce que justement, souci d'expérience client, premièrement, puis de bâtir, développer ce rapport-là, cette confiance-là, comme tu l'as mentionné, qui fait que sur le long terme, bon, mais ton client, tu sais que tu deviens sa référence, tu deviens son réflexe, donc que si il y a son besoin qui revient, c'est toi qui vas venir, puis qu'à l'inverse, ben que tu vas être assez proche de cette personne-là pour être capable de lui faire des recommandations sur des nouveaux services, puis qu'il va le savoir que tu ne lui dis pas dans une optique de vente, mais vraiment dans une optique de l'aider. Ça, c'est quelque chose que si vous faites bien votre expérience client, vous êtes capable d'upseller sans que ce soit un réel upsell, sans que ce soit perçu comme un upsell. Ouais, mais tu vois, par exemple, je vais donner l'exemple de ce qu'on fait beaucoup, c'est que, par exemple, si la personne arrive puis elle a toujours il y a toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc là, c'est assez facile de créer une page avec les questions fréquentes, une FAQ, là, puis il y a pas de problème. C'est assez facile. Tu peux référer la personne. La personne ne va pas être choquée parce que tu l'envoies vers une vidéo qui est déjà faite où tu vas lui donner exactement la même information que tu lui aurais donné live. La chose que je fais, par exemple, vu qu'on est très ciblé maintenant sur les personnes avec qui on va faire de l'outreach, pas de l'outreach, mais je vais envoyer le petit vidéo, c'est qu'on sait que cette personne-là a plus de potentiel de devenir un certified partner. Donc, si la personne, admettons, elle a une audience déjà elle utilise le planificateur parce qu'elle en a besoin, puis elle pense que c'est son audience en a besoin. Moi, ce que je fais beaucoup, c'est, hey, écoute, est-ce que tu veux, ce que je peux faire, puis ça marche bien. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller faire une présentation. Je peux faire une présentation virtuelle pour ton groupe, puis leur parler, tu sais, de productivité, de la méthode de Done by Noon, du planificateur, des choses comme ça. Donc, on a une petite présentation de 30 minutes, etc. Et ce que la double valeur d'offre que je fais, c'est comme, et en passant, on a un programme d'affiliation. Donc, à la fin de la présentation, ce que je peux faire, c'est faire un coupon directement pour ton audience. Et ton audience va recevoir un coupon rabais pour s'ils veulent acheter des planificateurs, ça fait du bon sens. Puis toi, le coupon va traquer 30% de commission pour toi. Donc, tu reçois de l'argent aussi par rapport à ça. Ah ouais, OK, cool. Il y a zéro risque pour la personne. Donc, de un, il y a zéro risque pour le client. C'est de la valeur ajoutée. Plus tu lui mets de l'argent dans les poches. Mais moi, ce que ça fait, de un, c'est un nouvel affilié. De deux, ça expose d'autres personnes au produit. Et à toi. Et à moi, bien évidemment, mais ça les rentre dans mon univers, tu comprends-tu? Et c'est une façon, ce que j'aime, moi, j'appelle toujours ça la win-win-win, l'approche win-win-win, c'est que oui, je gagne, mais c'est toujours dans l'optique de mon client. Le client ultimement être le gagnant, parce que de un, il a accès à quelque chose dont il a besoin. On leur présente, là, on leur tire pas, on les force pas à acheter. Là. C'est comme, voici si tu en as besoin et on va te l'offrir, on donne toujours un petit coupon. Donc là, déjà, il y a ce côté valeur ajoutée là. La personne, le coach, on va dire, gagne parce qu'elle a accès à de l'information qu'elle n'a pas besoin de créer, plus elle va se faire payer pour. Tu comprends-tu? Donc, elle n'a pas besoin de payer pour avoir accès à quelqu'un, un consultant externe qui va venir présenter ces choses-là dans sa structure. Et puis moi, ben, comme je t'ai dit, je gagne parce que le client le client et son client gagne. Tu comprends-tu? Donc, c'est toujours la victoire est collatérale et non pas parce que je suis allé chercher ça absolument. Tu comprends-tu? Ça fait partie. L'expérience est smooth. Très smooth. Oui, puis tu sais, ça
Là, je sais que Vincent, c'est sûr qu'il va nous écrire parce que je vais dire ça. Là. Bonjour Vincent. Mais en même temps, c'est cohérent avec ton expérience client, cohérent avec ta culture, avec ta marque. Donc, tu sais, de dire justement que tu as le côté très humain, très généreux de ton savoir, mais sans le faire au détriment nécessairement, sans saboter le business model en arrière. Mais tu sais, Mhm. si parce que ton expérience client découle de ta promesse de vente, de ta promesse d'achat du client. Tu sais, as des excellents services que tu vas acheter, sachant que ça vient avec une expérience de marde. Tu as des très mauvais produits-services que tu vas acheter, sachant qu'il va y avoir une excellente expérience client. Tu sais, Wish que des produits de marde, mais tu le sais d'avance, puis tu y vas, puis c'est facile. Tu sais, l'expérience client Ouais. est bien faite pour des produits de marde. À Mhm. l'inverse, en service, c'est plus souvent l'inverse. On va avoir des excellents experts qui tripent trop, tu sais, qui, encore une fois, en masturbation mentale, tripent trop sur ce qu'ils font, qui vont dire, ben, gars, j'ai pas besoin d'être agréable, les gens veulent mon expertise, puis ils vont payer, puis ça va être ça. Fait que, tu sais, des experts désagréables, il y en a un puis un autre, là. Sauf qu'en même Ouais, temps, mais de là, malheureusement, je vais dire que, comment je pourrais dire? Ta promesse d'achat du client, c'est beaucoup plus dur. Tu sais, ça te met par défaut dans une position où ce que tu vas être continuellement en acquisition. Beaucoup plus parce que dur. oui, parce que quand tu shootes pas pour le long terme, on est dans une game de long terme. Mhm. On est rentré dans cette C'est ère-là où l'économie comme relationnelle. oui, Là. oui, oui. Comme la valeur est évaluée de façon, tu sais, de façon objective, je te dirais, par rapport à tes besoins, c'est certain. Mais tout le côté subjectif qui vient avec le côté de est-ce que j'aime cette personne-là? Est-ce que je crois dans les valeurs de l'entreprise? Est-ce que les causes qu'il supporte me conviennent et je peux me rapporter à ces choses-là? Mhm. Ça penche, ça pèse énormément, énormément dans la balance et ça a de plus en plus de poids avec le temps. Tu comprends-tu? Et là, j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup, tu vois, par exemple, tu regardes des mouvements comme Black Lives Matter Mhm. ou peu importe, tu sais, des mouvements qui sont, tu sais, d'actualité. Ce que je trouve, moi, un petit peu dommage, c'est qu'il y a certaines compagnies qui vont aussi, qui vont être réactives à ces choses-là. Ouais, ils vont Donc, se l'approprier. ils vont se l'approprier, puis on dit, oh, nous, on est ce type de compagnie-là. Attendez pas ça. Vraiment, je pense que c'est important, plus que jamais, d'afficher vos couleurs par rapport aux choses dont vous croyez. Bien entendu, tant que vous avez des valeurs qui sont humanistes, qui sont bénéfiques pour la société, qui sont communautaires. Mais encore là, Et tu dis, pas nécessairement. Quelqu'un, mettons, qui serait. Tu sais, ça, c'est une question de business aussi, là. Quelqu'un qui n'a pas nécessairement ces valeurs-là, tant que tu sois transparent sur ce que tu endosses et promote, moi, ça va juste m'indiquer que, tu sais, au final, ça va rester, même si je suis pas d'accord avec tes valeurs, ça va rester une bonne décision d'affaires parce que tu vas attirer des personnes avec ces valeurs-là. Donc, pour toi, tu Mhm. sais, moi, à mes yeux, tu vas attirer du cabochon. Pour toi, tu vas attirer du client parfait. Oui, oui, non, c'est certain, ça va dépendre, mais comment est-ce que je pourrais te dire ça? C'est que tu veux. J'ai l'impression que tu regardes ce qui s'est passé avec CrossFit, par exemple. T'as-tu vu un petit peu ce qui s'est passé avec Non. CrossFit? Ben, c'était un petit peu, je trouvais ça un petit peu comme un petit peu fou, mais pas si tant fou. Euh, le founder de CrossFit, qu'est-ce que c'est son nom? Glass? Craig Glass? En tout cas, je me souviens plus de son nom exact. Mais bref, il a fait un commentaire qui était assez nébuleux et bizarre au niveau de ce qui se passait au niveau du COVID-19, avec ce qui s'est passé avec Black Lives Matter, etc. Et là, ça a causé un tollé dans la communauté CrossFit où beaucoup de personnes CrossFit l'ont utilisé, ont pris, si tu veux, cette opportunité-là pour se détacher complètement de la brand CrossFit. Mais pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas CrossFit, c'est que les valeurs du fondateur, les valeurs, c'est-tu Craig Glass? Je ne sais plus, en tout cas, je n'ai pas envie de le googler right now, là, mais les valeurs du fondateur n'étaient pas celles que la communauté voulait véhiculer. Et souvent, il faut faire attention à ces choses-là, c'est que, et puis là, on parle encore de personal brand puis de brand, mais des fois, quand on est le mot du fondateur n'est pas nécessairement les valeurs que la compagnie veut véhiculer. Il faut faire attention à ces choses-là. Donc, je te dis, comme d'afficher ses valeurs, oui, mais d'afficher ses valeurs en tant que compagnie et non pas peut-être en tant qu'individu en tant que tel. Parce que souvent, on va avoir des opinions qui vont teinter, si Mhm. tu veux, nos valeurs. Et ça, il faut faire très attention parce qu'il y a une ligne qui est très mince là-dedans. Chaque prise d'opinion publique, en fait, c'est pas compliqué, chaque point de communication
que ce soit téléphone, courriel, réseaux sociaux, peu importe, est un facteur de risque pour votre expérience client et votre présentation de marque. Donc, en effet, comme tu l'as mentionné, il faut être intelligent. Très souvent, il faut se discipliner à fermer sa gueule. Là. On va le dire de même. Là. Stickez à vos valeurs et non pas votre opinion. Honnêtement, comme vraiment, là, on s'en calisse de votre opinion, comme dans un sens où comme les clients s'en calissent, comme le client veut savoir est-ce que la compagnie a des valeurs à la bonne place. Toi, tu as des opinions, Matt. Moi, j'ai des opinions. Mais mes opinions ne sont pas, tu sais, je vais pas aller les afficher en tant que valeur d'entreprise, Ta tu business comprends-tu? ne pas aller d'endosser, même si ça découle de la même personne. Exactement. Puis honnêtement, là, comme le jour où vos opinions sont tellement teintées, sont tellement forts que ça teinte les valeurs de votre entreprise, remettez-vous en question parce que des opinions, ça change facilement. Le contexte change, tout change. Il faut faire attention à ces choses-là parce que des opinions, tout le monde en a et ça peut aller dans n'importe quel sens. Donc, puis on est dans un temps aussi où les gens sont très, 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 très sensibles à des prises de position d'opinion. Donc, c'est important de faire la différence entre vos valeurs et vos opinions. Parce que c'est ça, pour quelqu'un qui n'est pas un consommateur pour vous, ça, c'est mettre. Lui, c'est perçu comme je vais dire par rapport à votre brand, mais quelqu'un qui est le même commentaire, quelqu'un qui est client avec vous, ça touche l'expérience client. Mm-hmm. C'est juste à cause de votre relation que ça fait la différence. Parce que oui, à base, on a le réflexe de ouais, ça peut teinter mon brand, mon positionnement. Je suis comme non, ça peut teinter ton expérience client aussi. Parce que la journée que Ouais. moi, je suis un client de toi, puis tu dis quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, même si j'aime ton produit, je ne l'apprécierai plus autant de la même façon. Donc là, on tombe dans l'expérience client. 100%. 100%. Good. J'aime ça. L'expérience, c'est tellement fascinant, l'expérience client. Puis, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Donc, portez-y attention. Il y a beaucoup de facettes, puis c'est ça, c'est parce que c'est une entreprise de service peut avoir différents niveaux aussi, là, dépendamment, tu sais, je veux dire, ça peut devenir sûrement un des chantiers les plus complexes à rouler dans votre business si vous avez une structure de produits ou de services qui s'emboîtent les uns dans les autres, donc la viralité des services, des choses comme ça. Mais faites juste l'exercice de faire le ménage de comme, bon, mais mon expérience client, puis là, pas ce que vous percevez. Allez prendre le pouls de votre autant de vos clients actuels que de personnes, tu sais, bon, l'expression dog fooding, là, autant consommer votre propre service pour voir la chaîne d'un vrai client, pour le découvrir. Vous devriez redécouvrir votre expérience client sur une base assez régulière et ou demander à quelqu'un de confiance de le faire pour vous, même si on sait qu'il n'y a pas un profil pour devenir un réel client, mais au moins de vous dire, bon, mais gars, moi, je vois une faiblesse là, je vois une faiblesse là. Ouais. En tout cas, moi, je l'apprécie énormément lorsqu'il y a des personnes de confiance qui vont me donner du feedback sur mon approche. Je le fais aussi pour d'autres. Entre entrepreneurs, on a cette conscience-là de voir puis de pouvoir communiquer, je vais dire, les faiblesses dans l'expérience client des autres sans que, comment je peux dire, sans que ça devienne aussi teinté et souvent aussi raide que si c'est un client qui nous le dit. Un client pour qui t'en parle, faut Ouais, faut ça que ça le le fait bug, là. chier. Là. Moi, un Ouais. entrepreneur qui me le dit, c'est comme, OK, j'aime mieux que tu me le dises toi, puis je le sais que ça va être plus facile à contrôler, tu iras pas mettre ça n'importe où sur les réseaux sociaux ou en parler ou quoi que ce soit, tu me le dis dans un optique de quelque chose de constructif, alors que très souvent, un employé va te le dire juste la journée, c'est que ça le fait chier puis il est rendu tanné. Là. Donc, n'hésitez pas. Mais, Une bonne façon d'aider les autres entrepreneurs, je pense, c'est comme, hey, tu sais, je viens de consommer ton service. Chose qui aurait pu être le fun, c'est X, Y, Z à tel moment ouais. dans la boucle. Mais aussi, comme ça arrive parce que les canaux de communication le permettent. Oui, absolument. C'est juste ça. Parce que, tu sais, puis rendu là, ça, c'est de voir autant l'expérience client, tu sais, où des fois, juste d'en jaser avec un employé peut avoir un gros effet domino. En fin de semaine, il a fallu que je sorte il a fallu que je sorte de Stoneham, même si ça me tentait pas tant. Puis je me suis ramassé à être dans une file de COVID, évidemment, en plein soleil, dans un parking d'asphalte. Heureusement, je connais la propriétaire. Tu sais, en 3 secondes, j'étais comme, bon, mais gars, est-ce que tu as tes tentes promotionnelles en arrière qui ne servent pas? Oui, parfait. Veux-tu mettre ça par-dessus ta file d'attente pour que les gens aient un peu d'ombre? T'es comme, en effet. C'est des petits détails comme ça qui font que t'es pas obligé, absolument pas, mais que moi, tu sais,
Je suis dans le fil, j'entends le monde dire « Calvaire qui fait chaud, hein? » Puis, tu sais, t'as fait l'attente à mettons une demi-heure d'un parking, mais rendu là, en 3 secondes, je viens d'améliorer la vie des 30 personnes dans la file et de fort probablement tous ceux qui vont venir dans les prochaines semaines. Puis la personne, l'entrepreneur est à plus haut niveau, même pas dans cette ville-là, ne peut pas le savoir si on lui dit pas. Sauf qu'en même temps, la journée si un client lui dit, ben ça va être avec un ton beaucoup plus raide, l'employé va devoir gérer une petite gestion de crise ou une insatisfaction. Donc, tu sais, d'être proactif pour aider les business des autres, pour leur soulever des failles, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait plus régulièrement. Oui, et puis il faut se rendre compte c'est souvent, faut prendre le feedback. Souvent, c'est qu'on va se bloquer en se disant, oh, là, tu sais, comme, c'est de même que ça se passe, puis donc on fait, non, comme, écoutez votre client, c'est super important, puis il va vous le dire. Là. Puis quand on a la chance d'avoir, là, c'est se rendre compte quand on a la chance d'avoir des clients comme ça, qui care de notre expérience client, s'il vous plaît, écoutez-les. Parce que celui qui met un one-star anonymous review là, sur ton profil Amazon ou peu importe, là, c'est pas lui qui care, comprends-tu? Donc, écoutez ceux qui care, ça va être aussi vos meilleurs ambassadeurs, puis c'est les personnes avec qui vous allez pouvoir justement continuer à améliorer cette expérience cliente-là. Cool, MD. On en a dit pas mal déjà, mais j'aime beaucoup. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quels sont vos petits tips pour les expériences clients. Est-ce qu'il y a des choses qui font que votre expérience client se démarque des autres? Donc, on aimerait vous entendre, encore une fois, sur les médias sociaux ou sur notre email des instigateurs, et c'est podcast@instigateur.com au pluriel, et ça me fera plaisir de vous lire. On reçoit toujours plus en plus d'emails et j'adore ça. Mais on vous le répète parce qu'on en veut d'autres. Envoyez-nous des emails. Matteo, Yep. On se voit la semaine prochaine, mon ami. Bonne chance. Stay away from COVID-19 parking lots. Yes, comme en ligne seulement. Salut. Sustainable. C'est exactement ça. Salut tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.